Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Nous échangerons sur le conclave de Nairobi. Est-ce une tentative de réhabilitation politique de fauteurs de troubles? Pour échanger sur cette question qui a défrayé la chronique cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir un député national, l'honorable Joseph Nkoy, qui va nous entretenir sur cette question qui a fait beaucoup parler et qui nécessite que les esprits soient fixés dans une perspective de communication assez pédagogique. Donc nous lui remercions déjà de l'honneur qu'il nous fait malgré son agenda chargé de participer à ces programmes. Et nous profitons sans plus tarder de l'occasion pour lui accorder la parole pendant 15 minutes pour nous dire en introduction quelle est son analyse du conclave des opposants à Nairobi qui ont décidé de lancer les mouvements Sauvons le Congo, exigeant un dialogue, mettant à nul les condamnations contre Joseph Kabila et Matata Ponyo, et qui se disent maintenant prêts à se déployer sur terrain pour mobiliser les Congolais et Congolaises à sauver la RDC face à la menace sécuritaire, mais aussi sociale et politique qui se vit dans notre pays. Honorable député, vous avez la parole pour votre allocution introduction. Bien. Merci beaucoup, honorable président du Parlement des étudiants. Merci aux honorables députés qui ont accepté de répondre à la plénière de ce jour, au cours de laquelle nous allons essayer d'analyser une question d'actualité que tous les Congolais ont suivi ici dans la capitale, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Chacun de nous s'est fait une idée et ici, j'ai me fait le devoir en tant que jeune Congolais, député national, d'apporter quelques éléments de clarification sur la question. Évidemment, c'est une lecture personnelle, mais que nous pensons être objective. Monsieur le Président, avant d'introduire mon propos, je voudrais vous féliciter pour ce cadre qui permet aux jeunes conscients de la responsabilité qui est la leur vis-à-vis de l'avenir et du devenir de notre pays. Ce cadre permet que nous puissions avoir des échanges constructifs en toute objectivité et surtout en toute responsabilité, eu égard, comme je le dis, à la responsabilité qui pèse sur chacun de nous, parce que je suppose que ce n'est pas du hasard qu'on se retrouve aujourd'hui, jeunes, pendant que notre pays traverse un moment très crucial de son histoire. Monsieur le Président, accordez que dans un premier moment, avant de faire une lecture approfondie sur le déroulé de ces assises, une analyse descriptive sur
le texte qui a sanctionné les assises de Nairobi, que l'on puisse dire un mot sur la personnalité de ses opposants, entre guillemets. Mais avant tout, Monsieur le Président, il y a lieu de faire un constat. Le constat, c'est lequel? Monsieur le Président, mais honorable député, l'homme politique congolais est sans position, sans vision et surtout pas d'idéal politique. Il y a quelque chose qui importe à l'homme congolais, je veux dire à l'homme politique congolais, c'est la recherche de son gâteau, peu importe la manière par laquelle on peut l'avoir. Et ceci part justement de ce que nous avons vu à Nairobi. Quelles sont les personnes qui ont participé à ces assises, aux côtés de qui, comme leader, et quel est leur parcours politique? Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'eux? Parce que l'analyse de la personne ou la personnalité de chaque participant, évidemment nous allons prendre un échantillon, va nous permettre justement d'avoir un visage global sur l'idée qui est née à Nairobi. Monsieur le Président, vous avez vu quelques personnalités. J'ai vu l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, j'ai vu Franco Diongo, j'ai vu José Makila, j'ai vu Raymond Chibanda, j'ai vu Jean-Claude Vemba, j'ai vu Seth Kikouni et j'en passe. Monsieur le Président, honorable député, membre du Parlement des étudiants, je sais qu'on n'est pas naïf. Vous ne l'êtes pas, je suis certain. Et le peuple congolais autant. Nous connaissons tous ce qu'a été ou ce qu'ont été ces gens dans ce pays. Pour ne prendre aucun échantillon, est-ce que Franco Diongo aujourd'hui, lui qui a fait mourir les Congolais lors de marches qui ont été réprimées de manière cavalière par le régime de l'ancien président Kabila, mais c'est Franco Diongo qui disait autrefois que la démocratie gagnerait un jour par le départ de Kabila du pouvoir. C'est le même Franco Diongo aujourd'hui qui se met aux côtés de celui qui a qualifié de dictateur. C'est le même Franco Diongo que j'ai vu être jugé sur un lit de l'hôpital sous perfusion et a crié à la dictature du président Kabila. Aujourd'hui, c'est le même Franco Diongo qui se met aux côtés de celui qui l'a combattu. Ceci permet justement de pouvoir asseoir la thèse que j'ai évoquée si haut, c'est-à-dire l'homme politique est sans position, sans idéal politique. Est-ce qu'aujourd'hui, M. José Makila, qui a traité de Kabila de médiocre, peut aujourd'hui se retrouver aux côtés de M. Kabila? En fait, ça justifie ce que je dis. Il n'y a pas de vision. Ce qu'il importe, c'est trouver la part du gâteau. Et c'est très malheureux. Est-ce que nous allons parler de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui est mon collègue député national?
Où en sommes-nous? Ou que pouvons-nous retenir du projet Bukangalonzo? Monsieur le Président, ce topo nous permet de comprendre qu'en réalité, le groupe de gens qui s'est réuni à Nairobi, c'est un groupe de gens qui n'inspirent pas confiance et sur qui le peuple congolais ne peut pas ce jour compter. Mais en toile de fond, nous avons l'ancien président Kabila. J'ai toujours de réserve de parler des individus, mais je suis obligé. Je me pose la question, est-ce que le président Kabila, disons l'ancien président Kabila, pense-t-il que le peuple congolais est naïf? Que le peuple congolais peut être maltraité au point de vouloir ou penser que ces peuples-là a une mémoire courte telle que toutes les atrocités que nous avons vécues pendant les 18 ans, nous les avons oubliées. Je ne pense pas. Le peuple congolais est assez mature pour comprendre cela et n'est pas oublié. Monsieur le Président, ceci me permet de analyser un deuxième point. On va essayer en quelques minutes procéder à une analyse un peu approfondie sur le texte qui a sanctionné entre guillemets conclave des opposants de Nairobi. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous l'avez. On l'a gelé en électronique. Je peux vous passer une copie en dur. Pas de souci. Quand vous analysez ces textes, Monsieur le Président, il est rempli d'incohérences. Incohérence du point de vue vision. Incohérence, je veux dire, sur toutes les lignes. En fait, la question que l'on peut se poser à ces moments-là, pourquoi toutes ces incohérences-là? C'est en fait le fait que, comme on dit, même la plus belle femme du monde ne donne que ce que là. Les opposants qui, entre guillemets, les opposants qui se sont réunis à Nairobi ne peuvent pas produire un texte cohérent qui retrace une vision cohérente, une vision pour l'intérêt du peuple, parce que en eux-mêmes, il n'y a pas de cohérence, tant dans les discours que dans les actions. C'est tout à fait logique. Monsieur le Président, je vais rapidement parcourir ensemble avec vous ces documents. Il y a 3 points essentiels. C'était quoi? Analyse approfondie de la crise qui traverse la RDC. La définition de la réponse collective apportée à ces jours à la crise. Et les voies de sortie. Ça, ce sont les points qu'ils ont analysés. Mais, Monsieur le Président, lorsque vous parcourez tous ces textes-là, il n'y a pas d'analyse approfondie sur la crise qui frappe aujourd'hui notre pays. Nous savons que la crise est essentiellement sécuritaire. Et c'est cette crise-là qui, aujourd'hui, est en voie de stabiliser les institutions de la République. Parce que nous savons que le peuple congolais se tiendra toujours debout pour stopper tout élan de déstabilisation et de balkanisation du pays de Lumumba. Honorable député, il vous reste 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous demander d'être un peu indulgent, m'accorder peut-être 5 minutes encore pour me permettre d'extérioriser les quelques idées majeures que je trouve nécessaires à l'attention du peuple congolais. Ils ont analysé
Ils ont prétendument analysé la crise, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ne peuvent pas analyser une chose dont ils sont responsables. Ils ne peuvent pas parler de la crise sécuritaire alors que nous savons que toute la scène qu'il y a aujourd'hui à l'est de la République a un parrain. Et je sais que vous les connaissez. Non, il faut nous les dire, hein. Il ne faut pas nous laisser deviner. Il y a une décision de justice rendue par la haute cour militaire qui a sanctionné l'ancien président Kabila, qui l'a condamné à mort comme chef de file, comme celui qui était à la base, comme celui qui a trahi le pays dans le cadre de ce mouvement-là. Et donc vous avez compris de qui il s'agit. Monsieur le Président, sur le plan politique, ont-ils dit qu'il y a une double crise, la crise de légitimité et la crise de l'égalité? Je dis non. Non. Le pouvoir actuel ne souffre pas de crise de légitimité ou de l'égalité dès lors que le pouvoir, je veux dire le président de la République, a prêté serment sur la base de la constitution votée par le peuple congolais en 2006. Et que cette constitution avait pour vocation principale mettre fin aux crises de légitimité qui ont caractérisé l'histoire politique de notre pays. Et on suppose, je ne dirais pas que c'est une supposition, on conclut, c'est de la logique, que étant donné que nous avons une constitution qui est en vigueur, qui a la légitimité du peuple congolais, le pouvoir qui a été reçu, qui s'exerce conformément à cette constitution-là ne peut pas être illégitime. On parle de la crise de l'égalité. Non, encore là, il y a de quoi se dire. Un président de la République qui prête serment conformément à la constitution, qu'il exerce en fonction ou en conformément à celle-ci, est-ce qu'on peut prétendre que ce pouvoir-là est illégal? Peut-être qu'on peut se dire, alors on ne comprend pas l'essence de la crise de l'égalité. Mais je suis curieux parce qu'à ces assises-là, j'ai vu entre guillemets de professeurs d'université. Monsieur le Président, sur le plan économique, ils ont parlé des contre-performances. Non. Est-ce que le régime du président Kabila peut nous donner des leçons en ce qui concerne les performances économiques? Je dis non. Quelles sont les perspectives de progrès que le président Kabila, je veux dire l'ancien président Kabila, a laissé sur la table pour l'intérêt de ce pays? Il n'y en a pas. Il est venu avec les 5 chantiers. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des 5 chantiers? Quels sont les hôpitaux qui ont été construits? Quels sont les ponts qui ont été jetés? Et quelles sont les universités qui ont été construites? Il faut qu'on se le dise. Quelles sont les routes qui ont été construites? Qu'est-ce que nous pouvons retenir globalement des 5 chantiers? En ce qui concerne, par exemple, la desserte en électricité, en eau potable, nous devons arrêter de penser que le peuple congolais est naïf. On vient sur le plan social. On dit que la RDC se trouve aujourd'hui au bas de l'échelle suivant les classements établis par les PNUD. Mais est-ce que le régime de 18 ans peut nous dire à quelle échelle on a laissé la RDC par rapport au classement du PNUD? Monsieur le Président, on dit qu'il y a les taux élevés du chômage. Monsieur le Président, honorable député, est-ce qu'on peut nous dire combien d'emplois ont été créés en faveur de jeunes Congolais pendant 18 ans pour qu'aujourd'hui on vienne crier au taux élevé du chômage? Nous devons arrêter. Et peut-être pour finir, en ce qui concerne cette analyse-là, on parle de voies de sortie. Monsieur le Président, quand vous analysez ces textes, comme je vous ai dit, il y a des incohérences à tous les niveaux.
on parle de voie de sortie. Déjà, le diagnostic qui n'est pas bien posé, on ne peut pas aboutir à des conclusions juste à des voies de sortie qui soient justes. Non. Et c'est ce qui justifie cela. Étant donné que le diagnostic n'est pas bien posé, il n'y a même pas de voie de sortie qui soit juste. Je me pose la question, est-ce que c'est un problème de terminologie ou de compréhension de ce qu'on attend par voie de sortie? Lorsque vous lisez, on ne va pas le lire, Monsieur le Président, peut-être à titre indicatif simplement. On dit ceci comme première voie de sortie: constate avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et c'est en dépit de la tenue de négociation. Ça, ce n'est pas une voie de sortie. Ce n'est pas une voie de sortie. Une voie de sortie, c'est une piste de solution à un problème. On ne vient pas constater ici. Et lorsque vous parcourez toutes ces soi-disant pistes de solution, c'est la même chose. En fait, ça traduit les cohérences. Comme je le dis, ils sont ce qu'ils sont et ils ne peuvent pas donner au-delà de ce qu'ils sont. Monsieur le Président... Les 5 minutes sont épuisées, on vous rajoute 3 minutes rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup Monsieur le Président, je veux terminer dans quelques minutes, merci. Je prends la 12e, soi-disant, piste de solution. Exige le retour de toutes les troupes étrangères et de mercenaires du territoire congolais. Vous avez compris, Monsieur le Président. Nous savons tous les Congolais, même ma maman qui va le Matembele au coin du marché sait que la RDC est agressée par le Rwanda et que ce sont les troupes rwandaises qui sont sur les territoires congolais. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que ces soi-disant opposants qui se sont réunis à Nairobi n'arrivent pas à nommer ou à désigner nommément le Rwanda comme agresseur de notre pays? C'est parce que la logique est simple. On ne peut pas scier l'arbre sous lequel on est assis. Ils ne peuvent pas parler à mal du Rwanda parce que c'est le Rwanda qui est le parrain et c'est le Rwanda qui est à la manœuvre de toutes choses. Nulle part vous allez lire. Dans ce texte, on a cité le Rwanda. Qui est ce Congolais consciencieux aujourd'hui qui dira que le Rwanda n'agresse pas notre pays? Qui est ce Congolais? Monsieur le Président, pour terminer, peut-être une petite conclusion. Évidemment, on va les échanger. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais nous allons essayer de pouvoir réserver les quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si nous serons à la hauteur, mais j'espère. Vous allez comprendre, Monsieur le Président, honorable membre de ce Parlement, qu'il ne s'agit là que d'une diversion. Ils sont tellement à mal de positionnement qu'ils veulent se mettre ensemble pour chercher la sympathie du peuple congolais. Malheureusement, ça ne passera pas parce que le peuple congolais sait à qui il a affaire. Ainsi, Monsieur le Président, j'inviterai tous les jeunes Congolais, toute la population congolaise, à ne pas prêter attention à ces manœuvres de diversion qui ont pour effet de désorienter notre pays. Que la jeunesse reste debout, que la jeunesse soit responsable et consciente de la responsabilité qui nous revient. Évidemment, nous n'avons pas le pouvoir d'effacer l'histoire de notre pays, mais je sais que nous avons le pouvoir d'écrire l'histoire de notre pays et de laisser un héritage constructif aux générations futures. Notre pays a assez souffert avec ces soi-disant hommes politiques. Mais j'espère que le moment est venu où la jeunesse congolaise doit prendre conscience des responsabilités qui sont les siennes pour que nous puissions léguer aux générations futures un Congo meilleur. Ici, peut-être l'occasion aussi de dire que nous ne devons pas nous engager contre les institutions de la République. Non. Le moins que l'on puisse faire, c'est d'accorder un soutien à ces institutions-là qui sont mises en place sur base de la Constitution, qui est notre propriété en tant que peuple. Et que nous puissions accorder les soutiens les plus indéfectibles aux institutions de la République, afin que celle-ci soit davantage stable pour chercher le bien-être du peuple congolais. Monsieur le Président, je n'exclus pas le fait qu'il y a des critiques qui peuvent être formulées à l'endroit du pouvoir en place. C'est tout à fait normal, nous sommes en démocratie. Mais je pense que le moment est tellement crucial que chacun de nous est appelé à pouvoir se déployer pour sauver ce pays aux côtés des institutions de la République.
On va y revenir avec ces termes Sauvons le Congo. Et nous allons comprendre quel est le contenu que nous pouvons. Monsieur le Président, merci infiniment pour votre particulière attention. Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie pour votre meilleure intention et nous sommes à votre disposition pour des questions auxquelles nous allons tenter de réserver les éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Nora. Vous allez rester pour une relance. Ce sera la première question. Ensuite, les parlementaires passeront. J'ai suivi votre analyse de ces discours. Le premier constat, je ne sais pas si c'est la version, si c'est moi qui ai la mauvaise version. Il se trouve qu'il n'y a pas la signature de Joseph Kabila sur la déclaration que vous nous avez remise. C'est à vous de vous demander pourquoi. C'est pas vous qui avez la mauvaise copie? Non. Ce n'est pas moi qui ai signé tout ça. Joseph Sauf Kabila. si vous avez la meilleure ou une autre copie où il y a la signature de leur leader. Moi. Donc Joseph Kabila n'a pas signé la déclaration de Nairobi. C'est la conclusion que vous pouvez tirer. Je voulais me rassurer de la véracité du document que vous avez versé au Parlement. Vous avez une meilleure conclusion, Monsieur le Président, que lui-même n'a pas signé sa déclaration. Ben, c'est pas sa déclaration, hein, c'est la déclaration de ceux qui ont participé, mais il était partie prenant. C'est lui le leader. On se pose la question comment le leader lui-même ne prêche pas par l'exemple. En fait, j'ai vu une vidéo où il signait. Il n'endosse pas cette déclaration. C'est ce que ça signifie. Très bien, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est que j'ai trouvé votre analyse intéressante, mais je suis dubitatif quand vous opposez à l'air contenu les bilans de Joseph Kabila. Par exemple, vous dites, sur le plan économique, quelles sont les perspectives? Kabila n'a pas de leçons économiques à nous donner. Vous citez 5 chantiers, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Et nous, on peut vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut retenir du projet Zéro Trou? Qu'est-ce qu'on peut retenir du projet Tilégelou? Qu'est-ce qu'on peut retenir du projet Tesson Jour? À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je répondrai avec beaucoup d'aisance. Kinshasa Zéro Trou, un projet mis en place par le gouvernement provincial sous financement du gouvernement national, sauf si ma mémoire m'est trahie. Les constats que vous pouvez faire à ce jour, Monsieur le Président, c'est que sur les 100% des avenues de notre capitale, au moins 60 sont en chantier. Sauf aussi, vous allez me contredire. Attention, les Quinois sont très rigoureux. Hein? Je dis au moins. Je n'ai pas apporté de précision par rapport aux chiffres numériques. Est-ce que c'est très bien que 60% de routes soient en chantier dans une ville de près de 15 millions, en montant vers environ 20 millions d'habitants? Des grandes avenues de notre capitale. Sauf aussi, peut-être que vous vivez à Kigali et que vous venez ici juste, et puis vous rentrez juste après la plénière. Mais j'espère que vous vivez ici. Les travaux sont en cours. Évidemment, c'est un projet. Et le projet a toujours une durée d'exécution. Je n'ai pas avec moi le projet avec toutes les clauses et la durée d'exécution. Mais tout ce que je peux constater, c'est que beaucoup d'avenues sur notre capitale, ou ici à Kinshasa, sont en chantier. Et donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. Vous avez posé la question de Tilégelou. J'aimerais bien que vous puissiez appeler les gens qui sont là-bas, ils vont vous donner des informations. Je suis certain qu'elles sont contraires à ce que vous pensez parce que le travail... Non, moi, j'ai rien pensé, je posais des questions pour que vous donniez des éclaircissements. Voilà pourquoi je vous dis que certainement vous avez des informations et vous voulez que moi je puisse en donner. Et je suis certain que vous avez la vérité. Si j'ai la vérité que vous l'avez, si j'ai la vérité que vous l'avez, vous nous la donnez. Je préfère que ce soit vous qui la donnez. Ne trouvez-vous pas que vous qui êtes notre président, votre voix sera entendue? Dites-nous avec objectivité que les travaux sont en cours. Je n'en sais rien. Vous qui êtes élu national, vous pouvez mieux nous en dire. Je vous assure que les travaux sont en cours. Si c'est l'élu national qui les dit.
une commission parlementaire sera mise en place pour vérifier ça. Il n'y a pas de problème, c'est la démocratie. Et le projet 100 jours? Projet 100 jours. Vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. Et les institutions sont aussi ce qu'elles sont. Il y a eu tout ce que nous connaissons du projet 100 jours parce que on se dit que les fonds qui seraient affectés pour la réalisation de ces projets-là ont été détournés. Je dis, je suppose. Non, il y a eu des condamnations, hein. Et non, le travail sur le terrain le démontre aussi. Et il y a eu un procès. Les auteurs ont été condamnés. Et moi, je ne suis pas la justice pour savoir pourquoi tel n'a pas exécuté sa peine, pourquoi tel autre est en prison, pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'il y a un procès qui a été initié par le pouvoir public pour parvenir à la vérité par rapport à la gestion des fonds qui ont été destinés pendant les 100 premiers jours du mandat du président Kabila. Excusez-moi, du président Tshisekedi. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, honorable Samantha, pour son allocution. 1 minute 30 secondes. Et ensuite, vous reviendrez pour le réponse à chaud. Après l'honorable Samantha, l'honorable Lise se prépare. Ensuite, ça sera l'honorable Délice. Et enfin, l'honorable Exaucé. Honorable Samantha, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, la liberté d'association est un droit fondamental garanti dans notre Constitution. Tout Congolais a le libre choix de s'associer avec qui il veut, pourvu que cet engagement poursuit un but légal et ne contrevienne à aucune disposition en vigueur. Dans le cas présent, je souhaiterais que l'honorable député national nous éclaire sur la disposition que le conclave de Nairobi aurait, selon lui, enfreint pour justifier la véhémence de ces critiques. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable Samantha. Honorable, vous préférez répondre une question après l'autre ou on en prend deux et vous répondez? Si ça ne va pas vous déranger, je souhaite prendre toutes les questions. Ça permet de... Si ça ne va pas au français, vous... Non, je préférerais qu'on prenne deux questions alors. Honorable Lise pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, permettez-moi en ce moment de grande responsabilité nationale d'aborder une question essentielle à la stabilité et à la réconciliation de notre pays. Le conclave de Nairobi a parmi ses résolutions majeures recommandé la convocation d'un dialogue national inclusif, soutenu par la CENCO et le CC, dans le but de favoriser la cohésion et de contribuer à la résolution de la crise actuelle. Mais jusqu'ici, le pouvoir en place semble hésiter. Un sage a dit une fois, quand on craint de parler, c'est souvent parce qu'on craint la vérité. Et la vérité, chers collègues, c'est que la nation se fragilise. Le silence persiste et le peuple s'interroge. Honorable député, vous qui avez pris part aux réflexions du conclave de Nairobi, dites-nous franchement, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la réticence, ou du moins la lenteur, de pouvoir en place de concrétiser cette initiative pourtant porteur d'espérance pour la nation? Je vous remercie, Président. Merci, honorable Lise. Honorable député pour la réponse. Vous avez dit qu'il a pris part au... Je vais démentir tout à l'heure, Monsieur le Président. Ah, peut-être comme vous avez présenté, c'est comme si vous avez pris part aux consultations, au conclave. La maîtrise du texte que vous avez. Non, je l'ai lu autant que tout le monde. Ah, ok. Mais je vais, avant de répondre, rassurer à l'honorable Élise que le député national Joseph Koye est toujours du bon côté de l'histoire. Je ne peux pas me retrouver dans les assises
qui ont pour vocation la déstabilisation de mon pays. C'est un document que j'ai eu autant que vous et que j'essayais à mon niveau d'analyser pour nous aider à avoir des éléments de clarification ou avoir une idée plus ou moins générale sur ça. Merci, Monsieur le Président, une fois de plus pour la parole. Je tiens à saluer la pertinence des questions, les deux premières, de l'honorable Samantha et de l'honorable Ellis. L'honorable Samantha a parlé du principe de la liberté d'association, qui est un droit constitutionnellement garanti, dont bénéficie tout Congolais, pourvu que celui-ci ne se retrouve pas en situation d'incompatibilité. Je suis d'accord que c'est un droit. Je vous le concède volontiers. Mais vous allez convenir avec moi qu'il n'existe pas de droits absolus et que tous les droits ont toujours des limites. Il vous est reconnu, vous, le droit de pouvoir vous associer à quiconque, mais pourvu que cette association soit dans le but de 1. Participer à l'action gouvernementale, c'est-à-dire aider l'État à accomplir un certain nombre de missions, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas imaginer que vous évoquiez le droit d'association pour parler à mal de votre pays. Votre pays a la Constitution. Son texte est fondamental qui garantit ce droit-là. Mais vous-même, vous vous réunissez pour réfléchir sur des mécanismes tendant à déstabiliser votre pays, vos institutions, tendant à obtenir la balkanisation de votre pays. Non, vous êtes limité. Vous êtes limité. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait que nous sommes en association et nous nous rébellons contre la République. C'est un peu ce que je vois Monsieur Nanga. Peut-être une petite digression avant que je revienne. Qui autrefois disait avec véhémence que le président Tshisekedi est président de notre pays. Et il l'est. Il ne faut pas qu'on puisse se tromper. Je veux bien entendre cela, mais je regrette qu'aujourd'hui il devienne le persécuteur du peuple congolais. Évidemment en exécution du mandat de l'appui rwandais. Mais qu'importe, le peuple congolais restera toujours libre. En conclusion, honorable, il est reconnu à tout Congolais le droit de s'associer, mais il n'est pas reconnu aux Congolais le droit de réfléchir pour déstabiliser son pays. Je pense avoir répondu à votre question. À l'honorable Lys qui est venu sur l'initiative de dialogue. Oui, je peux vous rassurer, évidemment, je ne suis pas le porte-parole du président de la République, mais je peux vous rassurer que le président de la République n'a jamais été contre les dialogues. Mais il s'agit de quel dialogue, madame? Honorable. Il s'agit de quel dialogue? En fait, on pense que les institutions seront gérées, ou le pays sera géré sur base des émotions des uns et des autres. Non. C'est le président de la République qui incarne la nation, c'est lui qui dirige la nation, et logiquement, toute initiative de dialogue ne peut provenir que de lui. Il est illogique. Je dirais, aucun responsable n'admettrait que pour gérer ce qui lui est reconnu en termes d'attribution, qu'il puisse recevoir les injonctions d'autres personnes.
Oui, nous voulons le dialogue. On veut dialoguer avec qui? Pour quelle finalité? Le président Tshisekedi a dit qu'on ne peut pas dialoguer avec les gens qui n'ont pas le courage de pouvoir désigner nommément le Rwanda comme agresseur de notre pays. Parce qu'en fait, lorsqu'ils vont venir, comme il a toujours dit le président, ce sont des panthères. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent sur la table de négociation, ils ne parlent que pour le compte de leurs parrains. Le dialogue se tiendra, mais le dialogue qui se tiendra ne se tiendra pas parce que tel a dicté qu'il y ait dialogue. Lorsque le chef de l'État trouvera l'opportunité, au regard des enjeux, de pouvoir convoquer le dialogue, il y aura un dialogue entre le Congolais. Les Congolais vont se parler en face dans la finalité de pouvoir consolider l'héritage que nous avons, mais pas dans le but de pouvoir consacrer la balkanisation de notre pays. Madame, peut-être pour terminer par rapport à cette question, il ne faudrait pas que le Congolais puisse y penser toujours que le dialogue serait ces cadres-là qui permettent aux rebelles de pouvoir se blanchir de leurs actes criminels. Vous vous levez le matin, vous prenez les armes, vous tuez les Congolais, autant que nous l'avons vu à l'est du pays, avec cette agression barbare du Rwanda qui manipule certains Congolais inconscients. Vous tuez les Congolais et vous dites, bon, on doit dialoguer. Que le dialogue devient comme un cadre qui permet de primer les oppresseurs de ce pays? Non, je ne pense pas. Je veux dire que le président de la République veut la paix. Il va réunir les Congolais, ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment construire ce pays, et nous allons nous parler en face. Je pense avoir répondu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député. Veuillez prendre place. On va prendre la deuxième vague de questions. Honorable Delis pour son allocution. Et l'honorable exaucé se prépare. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues. Le rôle du député est avant tout de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Honorable député, au regard de la situation que vous avez dénoncée, pourriez-vous nous dire quelle a été ou quelle pourrait être votre contribution parlementaire en tant que législateur pour y remédier? Honorable Président, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Delis. Honorable exaucé pour son intervention. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues parlementaires. L'opposition vient de lancer le mouvement « Sauvons le Congo ». Mais au fond, les cris que notre invité, l'honorable député national, critique avec tant de vigueur, ne traduisent-ils pas ce que ressent réellement le petit peuple? Ne s'agit-il pas du cri d'un peuple qui veut être sauvé de l'incompétence de certains ministres que députés ont parfois du mal à contrôler, voulais-je dire, efficacement? D'un peuple qui veut être sauvé du chômage, du manque d'eau potable, d'électricité et du déficit criant des services sociaux de base. D'un peuple qui aspire à être sauvé des embouteillages chroniques, de l'insécurité et de la misère quotidienne. Dès lors, ces opposants n'ont-ils pas au fond raison lorsqu'ils dénoncent un pouvoir qui semble de plus en plus incapable d'offrir aux Congolais les minimums du bien-être qu'ils méritent? J'ai dit honorable président. Merci beaucoup, honorable exaucé. Honorable député, pour rencontrer les deux parlementaires. Monsieur le Président, une fois de plus, merci pour
l'octroi de la parole et félicite l'honorable pour les honorables, les deux pour leurs questions pertinentes. Monsieur le Président, par rapport à la question, la dernière question du collègue, j'ai du chagrin. Chagrin pourquoi? Parce que je sais d'où l'eau vient. Je sais les 18 ans de l'ancien régime, comment ils ont été. Je sais. Monsieur le Président, sauvons le Congo. Je vous ai dit ici à l'introduction, Monsieur le Président, que l'homme ne peut pas donner au-delà de ce qu'il est. Qu'est-ce que je veux dire à ce niveau? Les gens qui se sont réunis à Nairobi ne peuvent pas prétendre sauver le Congo qu'ils ont tué. Non. Qu'on se le dise, le peuple congolais n'a pas oublié. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila peut avoir le courage de dire qu'il peut sauver le Congo? Non, je dis non. Mais pourquoi? C'est un Congolais. Parce que, Monsieur le Président, un bourreau ne peut pas prétendre sauver sa victime. Monsieur le Président, avez-vous oublié les fosses communes? Avez-vous oublié la mort de Rossi Mukendi? Pouvez-vous dire aujourd'hui, réveiller Rossi Mukendi, lui dire, monsieur, réveille-toi, voici Kabila dit qu'il veut sauver le Congo. Appelez par de manière mystique l'esprit de Mamadou Ndala, dites-lui, mais mon colonel, Kabila dit qu'il veut sauver ce Congo. Demandez au général Baouma. Réveillez-le, demandez-lui, dites-lui ceci. Il y a un groupe de gens qui se sont réunis à Nairobi avec comme chef de file l'ancien président de la République, Kabila, qui a dit qu'il veut sauver le Congo. Arrêtez, Monsieur le Président, on doit arrêter de pouvoir jeter de l'opprobre sur ce pays. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à Floribert Chebeya, dans sa tombe, que Kabila dit veut sauver le Congo? Il vous donnera une réponse. Monsieur le Président, nous ne devons pas nous tromper. Non, on ne doit pas se tromper. C'est une évidence que les gens qui ont tué ce pays jusqu'à moi l'opinion ne peuvent pas prétendre en ces jours le sauver. Non. Et je pense que cela devait vous révolter. Parce que je suppose que tous nous avons vécu cela. Je suppose. Et je sais que les Congolais n'ont pas oublié ça. N'ont pas oublié. Monsieur le Président, je suis sur le campus de l'université de Kinshasa. J'ai vu comment mes condisciples ont perdu la vie. La vie, excusez-moi. J'ai vu. J'ai vu les jeeps de militaires envahir le site de l'université. C'est comme si nous étions sur un champ de théâtre des opérations militaires. Non, mais nous étions à l'université de Kinshasa. Est-ce que la personne qui a fait tuer des gens comme ça peut aujourd'hui prétendre sauver le Congo? Non, il faut arrêter. Monsieur le Président, vous comprendrez que même lorsque vous analysez le contenu de ces slogans-là, ils ne reflètent pas le parcours politique de ces soi-disant opposants. Je peux appeler les opposants de la dernière heure.
Je parle ici, par exemple, j'ai parlé de Franck Dion, qui a fait tuer beaucoup de gens. Je me souviens, c'était à Lausanne. Mais, quand vous partez à Bisonzone là-bas, et puis vous dites, ben, Kabila dit qu'il veut sauver le Congo. On va vous dire que nous avons compté les morts ici. Je connais un collègue qui a une main amputée à cause de lacrymogène. Qui est celui-là qui va prétendre sauver le Congo, mais avoir torturé les étudiants même dans leur home, dans les chambres de home? J'ai vécu ça. Nous avons vu ici sur l'avenue enseignement, il ne faut pas que le Congolais puisse oublier en n'ayant pas une mémoire courte. Comment on a compté des morts? On ramassait des morts ici sous la capitale, et comme ici nous étions sur les champs des opérations militaires, Monsieur le Président. Écoutez s'il vous plaît. Ayons pitié de notre pays. Ayons pitié de notre pays. Je conclus comme je le dis, Monsieur le Président. Ceux qui ont tué ce pays, sur tous les plans, ne peuvent pas aujourd'hui prétendre le sauver. Le Congo sera sauvé par les Congolais. Le Congo sera sauvé par nous jeunes. Le Congo sera sauvé par l'élite qui a conscience de l'avenir et du devenir de notre pays. Peut-être avant de toucher à la deuxième question, Monsieur le Président, aujourd'hui, une grande partie de notre territoire est occupée. Et vous le savez autant que moi, les gens qui sont derrière, il y a un qui a été condamné à mort. Mais comment? C'est lui qui fait tuer les gens chaque jour jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui ne se fatigue pas de compter les morts. Il a tué pendant tout son régime pendant les 18 ans. Et il continue à tuer aujourd'hui par des personnes interposées, prétend sauver ce pays. Non. Non, hier vous avez suivi l'AFCM 23 a dit que Joseph Kabila a mené son mouvement, donc il n'est pas le patron de l'AFCM 23. Nous ne sommes pas des petits-enfants pour comprendre le jeu. Pour ne pas comprendre le jeu, je veux dire. Nous sommes assez matures, nous sommes majeurs pour comprendre les acteurs et les jeux. Et nous avons compris. Je sais que vous aussi, vous avez compris et que tout le peuple congolais a aussi compris. Monsieur le Président, si aujourd'hui nous avons un problème en ce qui concerne la mobilisation de recettes, c'est parce qu'une grande partie de l'argent est affectée aux opérations militaires. Mais qui est à la base de ça? Qui a créé cette crise? Vous le connaissez, c'est lui qui a été condamné avec tous ses acolytes. Pourquoi vous n'aimez pas les citer directement? Vous dites toujours qu'on le connaît. Je vous ai dit que c'est lui qui m'a appris la politique et continue à m'apprendre la politique et m'interdit de citer les noms des gens. Mais je suis obligé parce qu'en fait, il faut que je le dise. C'est pas sur décision du CESAC, Christian Bossembe, qui a interdit de citer son nom que vous le faites? Non, pas ça. Pas ça. Il faut toujours éviter de pouvoir citer régulièrement les noms du bourreau de peur que tu puisses les rêver la nuit. Ah, ça c'est très bien. Monsieur le Président, si aujourd'hui nous avons, comme je le dis, quelques difficultés à ce qui concerne les finances publiques, c'est parce que la guerre qui nous est imposée par le Rwanda exige assez de ressources financières. Non, c'est pas et aussi ça coûte au trésor public. C'est pas aussi par les détournements des gens qui sont du bon côté de l'histoire. Monsieur le Président, si vous avez des informations par rapport aux uns aux autres qui auraient détourné, vous avez le droit de pouvoir saisir la justice pour dénoncer. On ne vous interdit pas. Seulement moi, vous les élus nationaux, non? Non, si moi je n'ai pas encore fait, cela suppose que je n'ai pas encore des informations concrètes qui me permettent de pouvoir dénoncer devant la justice. Mais vous, en me posant cette question, je suppose que vous avez des informations parce que vous affirmez qu'il y a des détournements. C'est votre droit de pouvoir saisir les cours et tribunaux parce que nous savons que les cours et tribunaux sont aussi saisis par
l'un des mots qui est la saisie. Non, dénonciation, excusez-moi. Allez dénoncer. Très bien, on peut prendre la deuxième question, on va gagner du temps. La deuxième question, c'était ma contribution parlementaire dans le cadre de la crise actuelle. Honorable député, peut-être que vous ne le savez pas, je suis membre de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et tous les jours, nous contrôlons l'exécutif, particulièrement le ministre ou le ministère du budget, le ministère des Finances, en ce qui concerne les fonds qui doivent être décaissés pour les opérations militaires. Il ne faut pas dire ici, par exemple, ou il ne faut pas penser que la contribution dans le cadre de cette crise doit être absolument des initiatives législatives. Oui, j'en veux bien. Peut-être que ça ne viendrait pas de moi. Il y a d'autres collègues qui ont initié des propositions de loi dans ce sens. De pouvoir interdire l'accès aux services publics, c'est-à-dire l'exercice des fonctions publiques, à une catégorie de personnes, notamment ceux qui ont été dans la rébellion. Et donc, je ne parlerai pas, je ne vous rendrai pas le compte de manière isolée, de manière personnelle, mais le Parlement, dans sa dimension ou dans sa collégialité, est en train de travailler pour assurer l'efficacité en ce qui concerne particulièrement la prise en charge des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Je peux vous rassurer qu'en ce qui concerne le contrôle dans ce sens, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait et vous pouvez en être rassuré. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Une dernière question pour vous permettre de chuter. Monsieur le député national, vous faites un vibrant appel à la jeunesse. Vous invitez la jeunesse à ne pas céder à la manipulation. Vous invitez la jeunesse à défendre et à soutenir les institutions constitutionnellement établies. Mais il faut qu'on vous rappelle, vous le savez déjà, que cette jeunesse est manipulée par vous-même. C'est vous qui les invitez dans vos meetings. C'est vous qui les donnez de polo. C'est vous qui avez fait de ces jeunes une soif de bière à assouvir. C'est vous qui avez fait de ces jeunes un corps nu à la recherche de wax et de polo de campagne. C'est vous qui avez fait de ces jeunes une main tendue en quête de monde de députés et politiciens. Vous vous intéressez moins à les outiller. Vous vous intéressez moins à les capacités. Vous vous intéressez moins à former une jeunesse résiliente, résistante, éveillée et consciente. Et quand il y a un danger, c'est auprès de cette jeunesse que vous recourez pour dire, écoutez les jeunes, barrez la route, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Comment vous vous rassurez comment vous vous rassurez que ces jeunes ne seront pas manipulés? Au-delà de l'appel qui est légitime. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé au Madagascar. Et ici, seulement à Kinshasa, nous avons une réserve des chômeurs, des jeunes désœuvrés qui n'ont plus de raison de vivre. Parce que frappés par les chômages, par le manque de formation, par le manque d'encadrement, et ces jeunes, s'il arrivait qu'il y a manipulation, qu'il y a de billets, qu'il y a d'argent en jeu, comment on se rassure qu'on prépare cette jeunesse à vraiment résister si on n'investit pas d'abord en amont dans sa préparation et dans sa capacité à comprendre les enjeux du pays, à séparer l'ennemi, les bourreaux et de vrais sauveurs du pays? Monsieur le Président, je répondrai avec beaucoup d'aisance. Beaucoup d'aisance, pourquoi? Il est de principe qu'aucun humain n'est parfait.
Mais, à côté de ces principes-là, il y a ces devoirs moraux qui nous imposent de pouvoir reconnaître le mérite de quelqu'un. Je sais que le président Tshisekedi, qui est le premier citoyen de la République, n'exerce pas une gouvernance parfaite. C'est tout à fait normal, c'est inhérent à l'humain. Mais on ne peut pas lui refuser le mérite de croire en la jeunesse congolaise. Non. Il n'y a pas un président dans ce pays qui a autant investi sur la jeunesse, qui a responsabilisé la jeunesse. Je sais, je vais partager avec vous. Nous étions en réunion avec lui. J'étais à la Cité de l'Union africaine. Il dit ceci, il a besoin de travailler avec les jeunes qui ont besoin, ou je veux dire qui sont déterminés à construire ce pays. Et il ne cesse de le dire. Il ne cesse de le dire. Et non seulement qu'il le dit, il passe aux actes en responsabilisant ces jeunes-là. Vous pouvez voir le gouvernement tel qu'il est constitué aujourd'hui. Vous n'allez pas vous dire qu'il n'y a pas les jeunes dans ce gouvernement. Je me réserve de citer les noms des gens ici. Mais je pense que vous avez les yeux pour voir. Et je sais que cette perspective-là de croire en la jeunesse, le président Tshisekedi ne relâchera pas. Il a besoin de chacun de nous. Tous les jeunes qui disent non à la manipulation et qui se positionnent derrière lui pour lui assurer son soutien. Et ce n'est que de cette manière-là que nous allons parvenir à construire notre pays. Je veux dire, Monsieur le Président, que le chef de l'État croit en la jeunesse congolaise et investit pour cette jeunesse. Le gouvernement de la République croit en la jeunesse et investit pour cette jeunesse-là. Et je sais que tôt ou tard, nous allons parvenir à relever le défi auquel sont confrontés notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député. Merci de nous avoir peut-être un mot de clôture, Monsieur le Président. Oui, allez-y, 1 minute, on va chuter. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette occasion. Accordez que je parle au peuple congolais, à la jeunesse particulièrement. Nous sommes devant une responsabilité. Nous devons prendre le destin de notre pays en main. Nous devons prêter un soutien fort aux institutions de la République. Aujourd'hui ou jamais, par la participation active de la jeunesse, aux côtés du président de la République, nous allons parvenir à relever les défis de notre pays. Ne cédons pas à la manipulation. Ne hypothéquons pas l'avenir de notre pays pour de gains éphémères. Mais donnons-nous corps et âme pour que si hier nous avons souffert, que demain nos enfants, nos petits-enfants ne puissent pas souffrir. Et cela ne passe que par une prise de conscience. Et cela ne passe que par le soutien aux institutions de la République. Monsieur le Président, je puis ici vous rassurer. La disponibilité
du président de la République, des institutions de la République pour travailler avec la jeunesse, cette jeunesse qui a l'avenir, le devenir de son pays entre ses mains. Monsieur le Président, je vous dis merci. Merci beaucoup, honorable député national Joseph Koy. Merci de l'honneur que vous nous avez fait d'être notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci d'avoir répondu aux questions de parlementaires et d'avoir fixé l'opinion sur les conclusions du conclave de forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025 à Nairobi. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous viendrez pour éclairer l'opinion et nous vous remercions. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous rassure de ma disponibilité pour répondre à toute invitation parce que c'est ma responsabilité de pouvoir sensibiliser la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les parlementaires qui ont pris part à cette séance. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.